La fréquentation de Solaris, ça remonte à il y a plusieurs années, puis même j'aurais le goût de le dire en répondant au début du 21e siècle, puisque ça remonte à autour de 2000, 2001, 2002 au plus tard, mais probablement autour de 2001. À l'époque, j'étais une très jeune autrice qui commençait à publier sous pseudonyme. Donc, mon pseudonyme était Érélis Deslandes. Je le voulais gothique, représentatif et énigmatique de la personne que j'étais à l'époque. J'étais allée en librairie, comme à la librairie Poirier à Trois-Rivières à l'époque. C'était au centre-ville et il y avait une petite pièce à l'arrière qui était très, très intrigante, dans laquelle il y avait aussi des exemplaires de livres qui, en fait, je l'ai compris par la suite, n'avaient pas été retournés par le libraire après l'office. Alors, il y avait ça à l'époque au Poirier du centre-ville, ce qui permettait tout plein de trouvailles. Et c'est là que j'étais tombée sur un exemplaire de Solaris qui avait déjà quelques années et qui était dans la pièce intrigante à l'arrière de chez Poirier. Je l'avais pris. Le format Solaris venait de passer à ce format-là, si ma mémoire est bonne, quand j'ai découvert l'exemplaire en question. Puis, j'étais déjà fascinée par le fantastique, la science-fiction, l'horreur, donc toutes les littératures de l'imaginaire. C'était avant même que je commence mes études en littérature. Donc, Solaris a eu une incidence, des conséquences aussi dans l'autrice que je suis devenue et dans ma passion pour les nouvelles, pour la forme brève. Alors, j'ai vraiment une révélation. Ce que j'ai dans les mains, c'est le tout dernier numéro de Solaris, un peu en contrepoint au premier que j'ai découvert chez Poirier à l'époque. Et je me rappelle qu'avec mon amoureux de l'époque, on l'avait acheté, on l'avait lu à tour de rôle. Et ensuite, j'avais commencé à caresser l'idée d'un jour publier dans Solaris, ce qui s'est produit en 2008. C'était aussi le premier numéro dans lequel il y avait un texte de Philippe Aubert-Côté. On a vraiment commencé à publier en parallèle comme ça au même moment chez Solaris, donc avec une couverture assez horrifique là, qui m'avait plu énormément. Et ce fut ma première publication professionnelle avec un cachet. C'était pour une nouvelle qui s'appelait Zeit Note. Bien sûr, je suis restée une fidèle abonnée, lectrice assidue. Je suis abonnée à des tonnes de revues. Alors, j'ai comme une espèce d'obsession pour les abonnements de revues. Je dois être abonnée à entre 15 et 25, pour vrai. Par contre, Solaris, et je travaille pour une revue. Donc, ma passion pour les revues, elle remonte à loin. Et Solaris, par exemple, c'est presque sitôt reçu, sitôt lu, ce qui est vraiment un exploit avec mon emploi du temps. Autour de 2006, alors que j'avais terminé ma technique en documentation, c'est là que j'ai commencé à travailler dans l'édition. Donc, c'était les éditions Asted. Et puis tantôt, peut-être qu'on parlera de ma prochaine publication. Il y a un lien, imaginez-vous, entre les éditions Asted pour lesquelles j'ai travaillé en 2005 et la bande dessinée que je vais faire paraître cette année chez Alto avec Christian Quesnel. Quand on dit vraiment que les époques vont se permuter et cohabiter comme ça, c'en est un exemple. On pourra en reparler tout à l'heure. Donc, j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'édition autour de 2005 et je n'ai jamais cessé. Et ça s'est consolidé autour de mon amour pour les revues avec la revue Le Sabbat. Je vais vous en montrer un. Ici, c'est Rive et Affluent, donc variation sur le radeau de la méduse pandémique. C'est quand même assez approprié. Alors, Le Sabbat, ça fait environ 6 ou 7 ans que je travaille là. Ça doit aller tranquillement vers le 7 ans. C'est la rencontre entre la littérature et les arts visuels. Donc, on permet vraiment un dialogue. Il y a à la fois de la poésie, de la prose. Il y a des thèmes qui sont liés à l'imaginaire de temps à autre. Il y a eu le thème monstre au pluriel. Il y a eu le thème machine il n'y a pas longtemps. Il y a notamment dans le numéro monstre, il y avait Raphaël Béadan. Alors, ça, c'est version brève pour le chapeau d'éditrice au Sabord. J'ai aussi fait du travail de directrice littéraire au Sabord et comme pigiste et ça me passionne. Honnêtement, on ne me ferait pas un cadeau que de me permettre d'écrire 5 jours sur 5. Je tiens vraiment à travailler en collaboration avec d'autres auteurs, de contribuer à consolider leur démarche littéraire respective. C'est une tâche que j'apprécie énormément.
qui m'est même nécessaire. Aussi, du côté de l'enseignement, bon, en ce moment, je suis chargée de cours, j'ai un doctorat en fantastique, en création littéraire depuis, je pense, depuis 2017, ce qui fait que de temps à autre, j'enseigne, que ce soit le fantastique, la création littéraire. En ce moment, j'enseigne la littérature intime. Je suis aussi spécialisée en 19e siècle et avec le fantastique et puis tous les auteurs fabuleux de cette époque-là. C'est sûr que ça m'intéresse, tout comme la littérature québécoise. Donc, je suis incapable de dire, alors voici, j'ai une spécialisation et demie. Donc, vous avez compris que j'ai beaucoup de curiosité autour de la littérature, donc des formes brèves, de la critique. Je collabore au Libraire, à la revue Les Libraires. J'ai une chronique en littérature de l'imaginaire depuis quelques années dans les pages de cette revue que je vous invite à découvrir si ce n'est pas fait. Donc également, il y a chez Lettres québécoises où je signe des critiques en littérature de l'imaginaire aussi depuis quelques années et qui s'est aussi intéressé à l'imaginaire. Il y a eu un dossier que j'ai co-dirigé avec Annabelle Moreau sur les dystopies auxquelles ont collaboré aussi des gens qui sont proches de Solaris. Je pense par exemple à Jean-Louis Trudel. Il y avait aussi Mathieu Lauzon-Dixot. Il y a Elisabeth Von Arbour qui avait signé aussi un texte très, très inspirant sur la dystopie puis la science-fiction, sa démarche littéraire. Peux-tu nous parler de tes plus récents romans fantastiques? Mon plus récent, c'est Quelques battements d'ailes avant la nuit, qui est paru début 2019 et qui est un thriller fantastique qui se passe dans la ville de Fermont. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Fermont a deux grandes particularités. Premièrement, comme c'est une ville qui appartient à la compagnie ArcelorMittal pour l'extraction de fer, de là, Fermont. Alors, ils n'ont pas été si créatifs que ça en donnant le nom à la ville, n'est-ce pas? Donc, comme la ville et les bâtiments appartiennent à une compagnie, il n'y a pas de cimetière à Fermont. Et par conséquent, quand on décède là-bas, on peut se demander, et c'est un des questionnements à l'origine de Quelques battements d'ailes avant la nuit, où vont les morts à Fermont? L'autre point de départ, c'est le mur écran. C'est qu'à Fermont, comme c'est une ville nordique où les vents du nord vont vraiment souffler très fort, pour aider les gens à avoir un petit peu plus des îlots tempérés, il y a le mur écran qui a été construit et puis il fait 1,3 km, c'est gigantesque. Imaginez un édifice de 5 étages de haut avec des appartements superposés en V comme ça et avec les vents qui vont arriver sur la façade qui est comme ça. Et de l'autre côté, nous avons quand même effectivement une zone plus tempérée avec un parc, la cour de l'école primaire et de l'école secondaire. Puis, dans ce mur-là, théoriquement, là, tous les services sont dans le mur. Tout sauf la station-service, pour des raisons de sécurité. Donc, tu peux aller à la piscine en pyjama, aller voir des spectacles en pyjama. Tu peux théoriquement ne jamais sortir de ton mur pendant un an. Des mois et des mois et des mois. Alors ça, ce côté-là anxiogène, d'un point de vue fantastique, je l'ai trouvé fascinant. Et j'ai transposé Séverine, qui est technicienne en documentation. Donc, j'ai puisé dans mon expérience aussi comme technicienne en documentation. Donc, elle se retrouve à Fermont, habitante du mur écran. Son voisin, Alban, l'intéresse. Ils ont une relation d'attirance quelque peu énigmatique. Et l'appartement qu'elle habite dans le mur est celui d'une personne qui a été retrouvée assassinée. Alors, Séverine va se retrouver mêlée à l'intrigue de la disparition de la précédente locataire. Et qu'en est-il du précédent, Les cendres de Sedna? Sedna, c'est la déesse des animaux marins dans la mythologie inuit. Donc, et elle donne son nom au livre avec les cendres de Sedna. Et selon la légende d'origine, que je ne vous raconterai pas au complet, mais il y a plusieurs versions, mais en gros, après s'être fait abandonner par son père, qui l'avait donné en mariage contre son gré à des hommes oiseaux. Donc, Sedna essaie de rentrer chez elle. Elle est dans une barque avec son père. Les hommes oiseaux les entourent et son père, qui est vraiment un peureux, un couard, l'aurait poussée par-dessus bord de la barque pour qu'elle retourne chez ses oppresseurs. Puis, comme elle ne voulait pas lâcher prise, il aurait coupé les bras ou les mains de sa fille, selon les versions. Dans tous les cas, on parle d'une amputation quand même gore. Et les membres de Sedna tombant dans l'eau auraient donné naissance aux animaux marins, selon le mythe de Sedna. Et depuis, Sedna est très fâchée, on la comprend, et elle règne sur les animaux marins. Et c'est toute sa colère à Sedna qui va traverser l'ensemble du livre Les cendres de Sedna dans
3 parties. Elle traverse les siècles. Donc, on se promène dans le 19e siècle, le 20e, le 21e, pour voir comment sa colère évolue dans l'archipel de Tête à la Baleine, où elle va se retrouver avec différents protagonistes qui vont être liés à la fin ou pas de sa colère par rapport à ce qu'elle a vécu. En tant qu'autrice, tu as fait souvent des collaborations. Peux-tu nous en parler? Oui, et puis c'est un constat que j'ai fait assez récemment, à quel point de plus en plus à travers le temps, je tendais vers les collaborations et de quelle manière c'était important et inspirant pour moi. La première nouvelle que j'ai écrite en collaboration, c'était dans le recueil Le Sabbat des éphémères, qui est paru au Six Brumes en 2013. Et c'était une nouvelle dont le titre est L'ascendance des Célènes, coécrite avec Guillaume Voisine, qui a été à la barre de la revue Brin d'éternité pendant une quinzaine d'années. Et en ce qui me concerne, on parle de 12 ou 13 ans. Et puis, nous étions à la coédition. Il y avait aussi à l'Amour Saint-Jean. Il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées à différentes époques aussi dans la revue, que ce soit par l'entremise du comité de lecture ou de la révision linguistique. De travailler presque 12 ans avec la même personne, ça a développé un très fort lien d'amitié entre Guillaume et moi. Puis, on a eu envie d'écrire ensemble. Autre projet collaboratif sur lequel j'ai eu le bonheur de travailler, c'est Les Murmurantes, qui est paru au Six Brumes dans la collection qui est dédiée aux régions. Et ici, le projet est campé en Mauricie, avec différents 6 novellas qui vont se retrouver dans des villes ou des villages de la Mauricie qui sont distincts. Et il y avait un souci de quadriller l'ensemble de la Mauricie, donc la Haute-Mauricie, le centre de la Mauricie, Mekinac si vous préférez, et le coin de Trois-Rivières, qui est souvent le plus connu, du moins par les gens qui transitent via Montréal et Québec en faisant une petite escale à Trois-Rivières. Donc, dans ce projet-ci, il y avait Raphaël Béadan qui avait participé au projet avec un texte qui se trame à Saint-Adelphe, Frédéric Durand. Donc, ici, c'est Saint-Tite, le Festival Western de Saint-Tite, version maléfique. François Martin, qui est libraire chez Poirier. Donc, Poirier, la nouvelle succursale, pas celle avec l'espèce de petite salle étrange à l'arrière, et ça a changé de propriétaire. Ça appartient à la Société Saint-Jean-Baptiste maintenant. Poirier, puis ils ont 2 succursales, une à Trois-Rivières et puis une à Shawinigan. Donc, c'est une librairie que j'aime beaucoup. Si vous allez à Trois-Rivières, vous visitez Poirier, vous visitez l'Excède aussi, non? Et vous dites bonjour à François en passant chez Poirier. Il y a aussi un autre libraire au Sommaire qui est Mathieu Croisière. Lui, il travaille chez Renaud-Bré à Trois-Rivières. Il a publié de la poésie au Sommaire et aussi des nouvelles dans Solaris et Alibi. Okay. Et puis moi-même, dans le projet, et Michel Châteauneuf, qui est un auteur aussi surtout de romans noirs et aussi de romans jeunesse avec une série fantaisiste qui est parue ces dernières années. Alors, Les Murmurantes, c'est un projet collaboratif qui était assez cher à mon cœur. Je l'ai dirigé. La couverture que vous voyez ici, qui est volontairement avec une tête à l'envers, est une création de ma meilleure amie depuis 31 ans. On s'est rencontrés au primaire. Alors, Joanie Gélina, aucun lien de parenté. De toute façon, lorsqu'on nous voit côte à côte, c'est assez éloquent. Et qui est une artiste visuelle de la région. Donc, 6 incursions dans une Mauricie fantastique. Beaucoup plus récemment, le recueil criminel avec Maureen Martineau. Maureen, c'est une personne avec qui je collabore depuis plusieurs années à la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie. C'est vrai, ça, c'est une autre de mes implications. Je suis présidente à la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie depuis bientôt 5 ans et Maureen, elle est vice-présidente. Puis on travaille aussi sur un prix de la relève qui s'appelle le Clément Marchand. Au tout début de ça, ce qui nous a permis de nous connaître, Maureen et moi, c'est la défunte revue Alibi, donc la revue qui était associée à Solaris et qui a malheureusement cessé ses publications. Puis, Maureen avait publié des nouvelles dans Alibi, moi aussi, et on a également publié dans les collectifs de druides, Crime à la librairie, Crime au musée. On s'est retrouvés aussi un autre événement qui est défunt, décidément, du côté du roman policier, c'est pas facile, hein? Il y a comme quelque chose d'homicidaire dans les initiatives. Les printemps meurtriers de Knowlton, c'est là que Maureen et moi, on s'est rencontrés. L'idée, à la base de Criminel, vient de Maureen et du fait qu'elle avait lu plusieurs de mes nouvelles. Et puis, Maureen m'a dit j'ai une idée d'un recueil de nouvelles à 4 mains autour des crimes version
au féminin, les méfaits se passeraient dans des régions peu densément peuplées, comme j'aime tant mettre en scène, et toi aussi, je le sais. Alors, je dis, wow, excellent. On va faire une toponymie du crime, on va aller cartographier comme ça les méfaits en région. Donc, on s'est baladé du côté de la Mauricie, de la Gaspésie, de la Montérégie. Alors, on a vraiment beaucoup arpenté comme ça le Québec. Donc, et j'ai énormément apprécié cette collaboration-là avec Maureen pour Criminel. Dans le numéro 221 de Solaris, tu fais une collaboration avec l'auteur Loïc Henry. Ça vient d'une autre rencontre assez sympathique aux Imaginales d'Épinal, lorsque j'ai fait la connaissance de Loïc Henry. On avait participé à une table ronde ensemble sur le fantastique dans une perspective maritime. C'était à l'époque où Les Cendres de Sedna, qui a été mon premier roman chez Alire en 2016, est paru. Et Loïc Henry est aussi passionné de tous les thèmes maritimes dans ses romans. Il en a publié quelques-uns en science-fiction qui ont été repris chez Folio SF. Il a aussi publié un polar plus récemment. Et par la suite, après notre table ronde, on avait discuté, on a échangé. Puis Loïc Henry a eu envie d'écrire avec moi une nouvelle qui vient tout juste de voir le jour dans Solaris. C'est un travail qui s'est échelonné sur plusieurs années parce qu'on s'est rencontrés à l'époque où il n'y avait pas de mesures sanitaires, donc c'était bien avant la pandémie et à l'époque où l'équipe de Solaris s'envolait pour Épinal presque à chaque année. Et ton prochain projet en est également une collaboration, cette fois-ci avec Christian Quesnel. C'est la première fois que je vais aborder la bande dessinée, bien que ce soit un format que j'aime lire depuis l'enfance. C'est avec Christian Quesnel. Donc, à l'époque, vous vous rappelez, j'ai une technique en documentation. Je suis allée travailler à la maison d'édition qui était la STED, une association en même temps. Et le directeur général était Louis Cabral, donc, qui n'est plus là en ce moment à la STED. Donc, il y a eu beaucoup de changements, comme on le comprend, mais il restait là de nombreuses années à la direction générale de la STED. Et j'étais toute jeune étudiante technicienne en documentation. Il m'avait engagée et puis il m'avait confié assez rapidement des tâches dans le domaine de l'édition parce que vraiment, je pense qu'il aussi était conscient de mon intérêt croissant pour ça. À l'époque, j'avais peut-être pas 20 ans ou à peine. Puis Louis Cabral, donc l'ancien directeur général de la STED, un de ses grands amis est Christian Quesnel. Puis pour les amateurs d'imaginaire, Christian Quesnel avait aussi participé il y a plusieurs années à un projet collectif autour des nouvelles de Claude Bolduc. Claude Bolduc. C'est La machine du bonhomme 7 heures. C'est un projet que Christian Quesnel avait initié donc autour des textes de l'auteur de fantastique Claude Bolduc, qui est à découvrir si vous ne l'avez jamais lu, puis si vous aimez le fantastique horrifique, c'est à découvrir. Et c'était aussi ce projet-là, ça venait du fait que Christian Quesnel réside en Outaouais, Claude Bolduc aussi. Donc, le projet rassemblait des créateurs de l'Outaouais. Donc, c'est le premier contact livresque que j'ai eu avec la création de Christian Quesnel, que j'avais trouvé déjà à l'époque extrêmement talentueux. Et si on se reporte à il y a 1 an et demi environ, donc je reçois des nouvelles de Louis Cabral, avec qui on avait gardé un peu contact. Parfois, on se croisait en librairie. Quand tu aimes les livres, là, forcément, tu finis toujours par te revoir de temps à autre, que ce soit en bouquinerie ou en librairie avec des livres neufs. Là. De mémoire, là, c'était sur le Mont-Royal, la bouquinerie L'Échange. Alors bon, on avait gardé le contact. Puis, il a pensé à moi pour le projet de bande dessinée fantastique inspiré de Lovecraft et avec le versant historique de Lovecraft a visité Québec. Et il la trouvait extrêmement inspirante. Au point qu'il a écrit un texte, donc un texte qui s'appelle To Québec and the Stars. C'est un texte qui est d'inspiration quand même, somme toute, assez historique, avec un côté un petit peu linéaire. Il va s'intéresser à la Nouvelle-France, Lovecraft. Et ce texte-là, pourquoi je le mentionne, c'est qu'il est à l'origine du projet de Christian Quesnel avec Lovecraft, auquel j'ai été invitée à collaborer par la suite et à voir comment on pouvait conserver
l'imaginaire de Lovecraft, tout le talent de Christian Quesnel à dépeindre entre autres les grands anciens. Et puis aussi de faire une sorte d'hommage à l'écriture de Lovecraft. Parce que aussi, d'un point de vue personnel, puis j'ai peut-être pas eu tant que ça l'occasion d'en parler, mais c'était une inspiration très importante à l'époque où j'étais en train de me former comme jeune autrice. Et il y a certaines des nouvelles de Lovecraft, comme Le cauchemar d'une Smart. J'ai encore peur. J'ai encore peur à chaque fois que j'y pense. Il y a des images dans cette nouvelle-là. Puis, alors, je vois que Jonathan, toi aussi, t'as encore peur. Quand le personnage principal se retrouve terré, proche de la voie ferrée, et puis il y a plein de créatures aquatiques comme ça qui sont en train de l'entourer. Puis c'est extrêmement sensoriel. L'odeur poissonneuse, les glissements, le récif du diable à l'horizon, et puis tu vois qu'il y a des espèces de va-et-vient et que tu sens que d'un point de vue générationnel, tu ne peux pas échapper à l'appel du diabolique de la mer. Il y a des nouvelles comme ça qui m'ont vraiment marqué. Les montagnes hallucinées aussi qui se passent dans l'Antarctique. Il y a des ossements de grands anciens qui sont retrouvés comme ça. Alors, et puis, on le sait, l'imaginaire de Lovecraft faisait participer l'ensemble des textes qu'il avait créés dans une mythologie que lui-même il inventait. Alors, pour le projet de bande dessinée, dont le titre devrait être La Cité Oblique, en hommage à une ville de Québec parallèle et oblique, dont l'architecture a des similitudes, mais qui serait habitée par des grands anciens et leurs descendants, et qui aurait vécu une histoire de Québec, de la Nouvelle-France, qui s'appelle la Nouvelle-Frilée. Donc, en hommage à Riley, vous savez, la ville engloutie dans laquelle Cthulhu attend patiemment sa renaissance, son avènement. Ces dernières années, on a peut-être l'impression d'avoir des soubresauts qui s'en viennent. Ça se retrouve, il y a aussi un hommage dans l'écriture, parce que, puis je peux peut-être un peu terminer là-dessus par rapport à la cité oblique. Il y a beaucoup d'hommages sur les thèmes qui ont été effectués au fil du temps à Lovecraft. C'est ce que j'ai souhaité faire dans mes textes de la cité oblique, mais je voulais aussi faire un hommage à son style. Donc, à toute l'atmosphère que Lovecraft va dépeindre, puis aussi à sa façon d'employer les adjectifs. Il y a quelque chose de savoureux parfois dans sa surenchère, et puis de temps à autre, on entend des gens dire, ben là, alors là, après avoir lu cette phrase-là, j'ai pouffé de rire. Bon, alors oui, ça peut arriver. Il ne faut jamais aussi non plus mettre de côté le moment où on lit le texte par rapport à celui où il a été écrit. Et si on lit une traduction, alors bon, là, c'est vraiment une autre histoire. Mais j'ai voulu rendre hommage aussi dans une perspective stylistique à Lovecraft, et puis en me laissant porter par le talent inouï de Christian Quesnel. D'ailleurs, en ce moment, avec sa bande dessinée précédente sur Mégantic, c'est pas pour rien qu'il est finaliste à plusieurs prix. Comme auteur, on n'est pas nécessairement toujours les mieux placés pour se rendre compte un peu de nos obsessions dans les livres, mais on m'a dit à quelques reprises que mes deux derniers livres fantastiques, parus chez Allez, Les Cendres de Sedna et puis Quelques battements d'ailes avant la nuit, j'ai eu à quelques reprises de commentaires que c'était quand même Lovecraftien. Donc, on sentait une inspiration, une influence là-dedans, et je comprends qu'est-ce qu'on veut dire avec les êtres un peu colossaux, souterrains, comme ça, qui sont tapis et qui patientent. Et l'idée aussi, et ça me fascine aussi personnellement, là, comme personne qui, lorsqu'on peut se déplacer, ne serait-ce qu'aller faire des randonnées ou des voyages, mais pourquoi est-ce qu'il y a des territoires qui sont inhabités complètement depuis toujours? Alors, ça, d'un point de vue fantastique, ça me fascine aussi. Cet élément-là est présent chez Lovecraft et se retrouve aussi dans certains de mes écrits. Je constate de plus en plus à quel point ça s'inscrit dans des jalons de rencontres humaines, d'échanges, et puis autour aussi d'influences artistiques.
pas seulement littéraire, mais aussi, donc le deuxième art qui me passionne le plus, c'est le cinéma. Donc, il y a ça aussi, forcément dans nos créations là, qui vont se retrouver plus ou moins mis de l'avant. Puis, il y a la musique. Que j'aime beaucoup, mais que même j'ai déjà voulu pratiquer. Donc, mon rêve autour de l'adolescence, d'ailleurs, c'était de devenir, je le disais comme ça, là, une rockstar. Je jouais de la guitare et je chantais. Hélas, j'ai la voix juste en faisant énormément d'efforts. Ça, c'est, disons, et côté dextérité. J'ai toujours regretté de ne pas avoir appris la base, parce que probablement que je serais encore en train d'en jouer. Alors ça, c'était la petite parenthèse musicale. J'ai pas la chance d'avoir une oreille très, très affûtée comme mon amoureux, là, Frédéric Durand, qui est un auteur de fantastique que les lecteurs de Solaris doivent connaître. Avant d'être mon amoureux, alors ça, c'est une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter. J'étais une de ses grandes lectrices. Et donc, je suis tombée amoureuse du livre La nuit soupire quand elle s'arrête, avant de tomber amoureuse de son auteur, mais en échangeant autour du livre. Alors, ça aussi, quand on parlait de collaboration, le fait de vivre avec un auteur, de cohabiter avec lui, puis pas seulement un auteur, mais un grand cinéphile, un grand musicien, comme ça, là, c'est très enrichissant. Et chacun de nos textes qui vont être publiés, si on parle un peu de nos méthodes, vont être en regard aussi de des commentaires de l'autre. Et puis, on a vraiment développé toute une stratégie d'échange bienveillant, de dialogue. On se fait de la direction littéraire constamment. À la maison, on en parle. Puis, un peu comme vous voyez dans le décor en arrière de moi, toute la maison est comme ça. Donc, on souhaite vivre comme entouré d'éléments qui évoquent l'imaginaire. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez les petits monstres. Ici, avec Frankenstein, l'homme loup et puis, alors, ils ne sont pas dans le même ordre, et ici Dracula. Ce n'est qu'un exemple avec la collection Angoisse, qui est une des collections fétiches de Frédéric. Je vais en prendre un au hasard. Les couvertures sont en général assez somptueuses. Leur âme au diable, alors il n'est pas si mal. Et puis son usure rajoute un cachet qui est intéressant. Alors, celui-là, c'est un Dominique Harley. Donc, il y a aussi cet aspect-là à la collaboration, je dirais, avec un autre auteur dans le quotidien et qui m'a amené à écrire par la suite ce que j'ai fait, puis à peu près tous mes romans, parce qu'au départ, j'aurais pu n'écrire que de la nouvelle, je te dirais, Jonathan. L'impulsion du roman aussi, elle est quand même, je la dois beaucoup à Frédéric là, qui m'a encouragée là-dedans. Puis au début, je disais, je vais essayer d'écrire une novella. Donc, ce fut L'enfant sans visage en 2011 dans la collection compacte de XYZ. Et par la suite, j'ai écrit de plus en plus long, mais je vais mettre des guillemets parce que je peux vous montrer un petit peu. Bon, alors pour moi, ici on a le tome 2 de la série Les villages à souper. Pour moi, c'était très massif là, comme livre à l'époque. Pourtant, il y a des auteurs qui vont écrire des sagas et puis très de longue haleine. Mais je me retrouve toujours immanquablement à couper lorsque j'écris et le phénomène est en train de se reproduire sur le roman sur lequel je travaille en ce moment, que je suis en train de finaliser. Au départ, je me disais, ce sera épique comme format, ça va être vraiment long, 600 pages. Bon, et puis finalement, la réalité, c'est que probablement que ça va être exactement la même longueur que mes 2 plus récents romans chez Alire, Les Cendres de Senna et quelques battements de l'avant la nuit. Fonctionne ça avec des plans? Tout dépendant si c'est une nouvelle ou un roman. Je suis curieux de savoir comment tu fonctionnes. Bien, bon, comme je le disais, ça dépend des projets. Il y a certains, lorsque je suis allée du côté du roman, c'est tout de même parce que je jugeais que c'était pas un projet qui convenait à une nouvelle de 5000 ou de 8000 mots. Quoique, en termes de nouvelles aussi, à un moment donné, on finit un peu par connaître notre format. Donc, je pense que je connais mon format en roman, donc 250 pages. Et en nouvelle, ce serait environ 5000 mots. Et une chose qui me fait un peu crier d'épouvante, c'est lorsqu'on va, disons, me commander une nouvelle de 1000 mots ou une nouvelle de 2000 mots. Et toi aussi, Jonathan, on se dit, oh bon sang, comment je vais faire? Il y a des auteurs qui sont extrêmement doués dans ce format-là, mais on finit par connaître un peu notre découpage, notre façon de couler le texte à travers les scènes. Et puis, comme je suis vraiment une autrice à plan,
puis qui va faire du scène à scène avec toutes les actions, je le sais quand même intuitivement le déploiement que le texte va prendre. Et puis, souvent, je m'auto-leurre moi-même en me disant « Ah, ça va tellement être long! » Mais non, en réalité, ça va être exactement le même format que d'habitude. Puis, mais j'y vais de façon très structurée. Donc, comme autrice, et même en général, je pense que c'est la façon qui me permet de survivre en faisant du jonglage perpétuel dans mon emploi du temps. Étant donné que je travaille sur à peu près toujours 7-8 dossiers en même temps, ça me demande de savoir exactement où j'en suis dans chacun de mes dossiers et je me rends bien compte que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, de faire un peu d'édition, un peu de direction littéraire, un peu d'enseignement, un peu d'écriture, de parfois forcément se retrouver à travailler des soirs, des nuits ou des fins de semaine, même si j'essaie quand même de moduler ça avec le temps qui passe. Alors, cette espèce de dynamique-là de travail me sied très bien, puis même, je dirais qu'elle me motive. Sinon, je trouverais ça quand même un petit peu ennuyant personnellement. Sauf que ça me demande beaucoup de préparation. Je me lancerai jamais dans un roman en me disant « je ne sais pas qu'est-ce que je fais ». C'est déjà arrivé que je ne savais pas comment ça finissait. Puis d'ailleurs, imaginez-vous que Transtaïga, c'est la dernière fois où je me suis lancée dans un roman sans savoir comment il finissait. Et j'avais, puis là, j'ai juste envie de rire de moi-même en y repensant, très sérieusement envisagé l'idée de faire arriver des zombies à la fin. Donc, mais ça n'aurait eu aucun sens par rapport au projet. Dans ce cas-ci, donc dans Transtaïga, on suit une criminelle sur la route, donc la route Transtaïga qui donne son titre au roman. Donc elle veut honorer l'héritage de sa grand-mère qui a un village fantôme dans le nord de la baie James. Et au fur et à mesure qu'elle avance sur la route, son acuité, ses perceptions se retrouvent brouillées et on ne sait plus trop à quel point c'est une narratrice fiable ou pas à mesure qu'elle va accumuler les cadavres. Et puis l'idée de cadavres ambulants, c'était vraiment une mauvaise initiative. Je me rappelle d'en avoir parlé avec Frédéric en disant « Ah, alors voilà, je me suis lancée dans ce roman-là, je ne fais plus jamais ça, c'est inconfortable, je ne sais pas la fin. Qu'est-ce que tu dirais? Je ne sais pas, là, mort vivant. » On venait sûrement de regarder une série de films de zombies aussi, puis là, j'étais un peu sous influence. Donc, par la suite, je me suis promis pour essayer aussi d'éviter d'avoir des blocages comme auteur, parce que ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on mentionne assez souvent, mais on le devrait. Hein. La plupart des auteurs vont avoir des blocages à un moment donné, ou des périodes où des fois ils disent qu'ils sont en jachère, mais c'est plus « Ah, ça ne fonctionne pas! » Ça ne fonctionne pas. Puis, on n'a pas toujours des idées, comme il y a des périodes où je me rends compte comme autrice, où je vais passer des longs mois sans avoir d'idées, travailler sur d'autres dossiers, être plus dans un moment de lectrice. C'est tout simplement un apprentissage d'être bien avec le fait de ne pas être en écriture permanente. Juste, ça dépend tellement des auteurs. Il y en a qui écrivent à tous les jours, comme il semble qu'Amélie Nothomb et Stephen King écrivent à tous les jours qu'ils en ont. Sauf peut-être Noël pour Stephen King. Je ne sais pas si tu le sais, Jonathan, c'est bien ça. Puis à sa fête, à son anniversaire, et puis à Noël peut-être. Wow, bonne fête moi-même. C'est le deuxième jour. J'écris 363 jours par année. Et aujourd'hui, je n'écrirai pas. Ou 362 quand c'est une bissextile. Ouais. Ah non, j'ai pas le temps de culpabiliser si je ne trouve pas un moment dans la semaine pour ne pas écrire. Ça ira à plus tard, mais de toute façon, je tiens tellement à la qualité dans ce qui sera écrit que parfois ça peut prendre plus de temps, c'est sûr. Plus de soins, plus de réflexion. Et puis ça participe, je vois, l'ensemble de mes activités à un vaste ensemble de personnes qui adorent les littératures de l'imaginaire, qui veulent y participer, qui veut y contribuer dans une diversité de manières et aussi de personnes qui adorent les périodiques, dont Solaris, Le Sabar, les revues culturelles en général, le milieu de l'édition.